Bon, on est dans les temps, donc je n'ai même pas d'excuses pour aller vite. Bon, je me présente, je suis Dominique Fournier, je travaille à l'INRA. Alors, contrairement aux intervenants précédents, je suis une utilisatrice des réseaux sociaux depuis quelques semaines. Donc, donc c'est vraiment, je vais essayer l'objectif de ma présentation, c'est vraiment de faire un petit panorama des réseaux sociaux existants autour de la publication scientifique, puisque l'identité du chercheur, je la définirai comme, voilà, je me suis mis à la place du chercheur, je me suis dit qu'est-ce qui peut être important pour se mettre en avant dans une communauté. Donc, ça va être mettre en avant ses activités, ses publications scientifiques, les publications qui concernent sa thématique. Et il sera peut-être intéressé de se positionner dans une communauté scientifique un peu plus large que son institution. Donc, on a eu une discussion tout à l'heure sur pourquoi des réseaux sociaux limités à des institutions. C'est vrai que la communauté scientifique est faite depuis longtemps de rencontres, de collaborations entre différentes institutions. Et là, c'est vraiment des outils qui vont permettre de permettre aux chercheurs de se présenter vraiment sans frontières, on va dire. Donc moi, voilà, après discussion avec les organisatrices, je vais limiter ma présentation aux réseaux sociaux scientifiques qui offrent des services autour justement de cette publication. Donc ces publications qu'on va pouvoir faire apparaître dans les profils des chercheurs, des utilisateurs, mais aussi apporter des données concernant le positionnement du chercheur ou de la production du chercheur par rapport à ses pairs. Donc, je vais retourner à des informations qui m'intéressent plus, qui sont la bibliométrie, et éventuellement voir des services autour de ces centres d'intérêt avec des partages de références. Donc, j'ai pris, donc je ne parlerai pas de ces deux là-haut, ces deux réseaux. Par contre, dans le panorama que je vous propose, j'aurais pu tout à fait introduire My Science Work. Bon, je suis novice, donc je prie Virginie de m'excuser. Voilà, donc c'est très proche de ResearchGate, donc voilà, un peu les services que je vais vous présenter liés à ResearchGate. Apparemment, ça sera possible de les utiliser au niveau de ScienceWork. Donc les réseaux sociaux, je ne vous apprends rien, hein, donc c'est vraiment des sites web et l'objectif c'est que les utilisateurs, pour utiliser ces réseaux, se créent des profils et la création de liens entre utilisateurs, donc autour de personnes qui partagent par exemple les mêmes centres d'intérêt. Ils sont là pour augmenter la visibilité donc, des chercheurs. Il y a plein de fautes, je sais. Et dans ces profils, il va y avoir des moteurs de recherche pour trouver, suivant différents critères. Donc l'usage des réseaux sociaux, je suis contente puisque la première intervenante n'a pas mentionné cette étude. Donc il y a une étude sur l'usage des réseaux sociaux par les instituts de recherche français, donc, qui est sortie en octobre 2012. Donc voilà, donc, qui confirme que c'est bien Twitter et Facebook les plus utilisés pour la publication régulière et ciblée de contenu. Donc c'est vraiment, ils utilisent ces deux, enfin, où nous utilisons ces deux réseaux sociaux pour vraiment, en parallèle, comme on faisait de la communication avec des lettres d'information. Donc c'est vraiment une présence sur les réseaux sociaux, mais pas forcément dans les réseaux sociaux scientifiques dont je vais vous parler. Donc c'est l'importance de faire des journées comme aujourd'hui où on va pouvoir montrer la richesse et les atouts de ces outils. Donc dans cette enquête et cette étude, il y a eu quand même les établissements ont montré qu'il y avait quand même une connotation des réseaux sociaux liée à un peu le non académique, hein, on va dire, de fait de peut-être Facebook associé plutôt à voilà, quelque chose de non professionnel. Donc vraiment, c'est important de voir que c'est des outils qui peuvent justement renforcer l'identité, la légitimité et la crédibilité d'un organisme de recherche. Donc les réseaux dont je vais vous parler, c'est vraiment je vais vraiment insister sur les services proposés aux chercheurs, donc avec la création d'un profil
très détaillé dans lequel le chercheur va pouvoir se créer un CV en ligne et qu'il va pouvoir reprendre, alors un CV en ligne qui va être facilement interrogeable par les moteurs de recherche, mais aussi à partir d'une plateforme, pouvoir être intégré dans d'autres médias. Donc ça peut être diffusé par exemple sur une page web ou intégré dans son adresse mail par exemple. Je vous montrerai quelques cas. Donc également, puisque je vais vous parler de réseaux sur les publications, on va pouvoir les gérer, donc les télécharger pour les personnes qui vont utiliser ces réseaux sociaux, mais aussi en faire la promotion. Et on va pouvoir partager ces informations, et donc vraiment c'est des outils qui sont tout à fait intégrés maintenant et même demandés dans le cadre de projets de recherche et réponses à appels d'offres, ou dans certains cas on vous demande de créer des outils sur ces réseaux sociaux. Alors c'est vrai qu'ils sont en général très faciles à utiliser, ils sont souvent gratuits et vraiment leur ergonomie répond aux pratiques des chercheurs, et ce qui n'est pas forcément le cas dans les outils qui sont offerts par les établissements de rattachement. Donc c'est pour ça qu'on a un peu une pratique à utiliser ou à tester différents outils, en attendant que les établissements ou une initiative au niveau d'un pays ou des établissements puissent offrir l'équivalent. Donc j'ai essayé de faire dans ma typologie, essayer de faire une typologie dans les réseaux sociaux, parce que quand même parmi, bon, je ne vais pas vous en présenter beaucoup, mais il y en a quand même, ils font pas tous la même chose. Alors il y en a qui font plutôt, donc on en a parlé tout à l'heure, ce sont des réseaux sociaux qui sont basés sur, issus d'outils de partage de références bibliographiques, donc Zotero, Mendeley et Cite2Like. Cite2Like, j'en parlerai pas trop parce qu'il y a le profil des utilisateurs, voilà, c'est moins élaboré que ces profils sur Zotero et Mendeley. Ensuite, on a des outils, des réseaux qui sont plus sur l'échange entre chercheurs. Donc tout à l'heure, on a mentionné ResearchGate et Academia, et Biomed Expert, spécialisé plus en biomédecine. Et puis une troisième typologie de réseau, c'est vraiment des réseaux sur lesquels vous allez trouver des profils de chercheurs qui donnent vraiment, qui vous confèrent un identifiant numérique, alors comme les autres évidemment, mais cet identifiant numérique va pouvoir être repris dans des bases de données bibliographiques, telles le Web of Science, dans le cas de Researcher ID, Scopus, bon, je n'ai pas accès donc je ne sais pas, et un identifiant qui va être repris dans Google Scholar, et puis je vous parlerai du dernier à la fin. Donc la création utiliser un réseau social va vous demander de créer un profil. Donc ben voilà, souvent on a nécessité de se créer un identifiant spécifique à chaque réseau. Il est quand même à noter qu'il y a eu quand même une initiative de OpenID qui permet, avec le même utilisant Facebook, de vous authentifier, vous créer un compte, par exemple sur Zotero et Mendeley. Et je vous parlerai de l'identifiant ORCID qui va s'imposer maintenant comme identifiant du chercheur et qui va être repris dans différentes structures. Donc cet identifiant unique va vous permettre d'accéder à votre profil et d'afficher des informations que vous allez pouvoir partager de façon publique ou privée. Donc cet affichage de ces publications, ben voilà, souvent quand on renseigne ces publications, c'est un peu lourd. Donc ce qui est intéressant, c'est que des outils comme Zotero ou Mendeley, c'est des outils spécialisés dans la gestion de références bibliographiques. Donc évidemment, avec cela, vous allez pouvoir facilement mettre à jour votre liste de publications. Par contre, il y a des réseaux qui vont vous proposer des listes de publications. Alors c'est vrai que quand on a un nom compliqué, souvent en rentrant votre nom, vous allez avoir des références pertinentes.
mais l'exemple de François-Louis Daniel, là, ou Roger, c'est sûr qu'on risque d'avoir beaucoup de bruit dans les propositions. Donc c'est intéressant de voir, alors c'est pas juste des simples requêtes par auteur, mais il y a quand même des algorithmes qui croisent les concurrences d'auteurs, les thématiques, donc vraiment ils essayent de vous faire quelque chose de sophistiqué. Moi-même, j'ai renseigné mon profil sur Orchid et rapidement, j'ai pu, on m'a listé tous les fourniers Dominique INRA et hop, j'avais de suite ma liste de publications qui était à jour sans que j'ai eu trop de tri à faire. Donc éventuellement, import de liste de publications avec un standard RIS ou BibTeX et évidemment de la saisie manuelle si vous avez des travaux qui n'ont pas été saisis par ailleurs. Donc en fonction de la facilité de mettre à jour aussi vos listes de publications sur ces profils, ça peut être un des critères de choix pour utiliser un réseau plutôt qu'un autre. Ensuite, dans ce réseau, vous allez pouvoir établir des liens entre chercheurs. Alors j'ai noté qu'il y avait certains réseaux où il n'y avait que la possibilité de créer des liens entre co-auteurs. Donc voilà, il faut savoir, il y a des profils, mais les relations entre participants du réseau, ce sont vraiment des relations entre co-auteurs. Par contre, dans la plupart des cas, ce sont vraiment la possibilité d'établir des relations entre chercheurs partageant les mêmes centres d'intérêt. Donc ces centres d'intérêt, c'est vous qui allez soit sélectionner les publications et vous dire ce chercheur il publie sur les mêmes thématiques, je le fais rentrer dans mon réseau, ou alors c'est parce que ce sont des chercheurs qui sont classés dans les mêmes disciplines que vous. Donc ce sont des disciplines proposées, une classification thématique proposée par le réseau. Et puis il va y avoir des utilisateurs, donc ça c'est des informations liées au profil des utilisateurs, puis il va y avoir des informations, vous pouvez utiliser avoir des liens entre des chercheurs qui utilisent vos informations, donc utilisant vos publications, par exemple, dans le cas de Mendeley ou Research ID. Attention quand même, dans les réseaux sociaux, ce sont souvent des relations asymétriques, c'est-à-dire que vous pouvez, c'est pas parce que vous suivez quelqu'un que la personne vous suit, donc vous n'êtes pas forcément, vous avez vraiment quand on est sur un réseau social, on va avoir il n'y a pas d'autorisation à demander pour faire partie du réseau de quelqu'un, sauf si la personne a choisi de faire partie d'un groupe privé. Mais dans la mesure où vous passez vous choisissez d'apparaître publiquement sur ces réseaux, les fans, les followers sont vraiment... vous ne pouvez pas vous en débarrasser, donc faites attention après à ce que vous publiez. Voilà, donc voilà une petite typologie, mais ça on est allé déjà, on en a parlé ce matin, donc les services proposés aux chercheurs. Donc déjà, ce sont des outils qui sont vraiment caractérisés par une grande ergonomie et une souplesse d'utilisation. Donc le profil va permettre aux chercheurs de se présenter ses activités, ses centres d'intérêt, ses publications, donc vraiment construire une identité numérique autour de ce profil. Ce profil va être visible sur le web, dans le réseau, mais aussi pouvoir être intégré à d'autres supports de publication. Et souvent, les réseaux vous proposent de créer un badge ou de générer un code HTML que vous allez pouvoir intégrer sur différents supports. Donc c'est la fonction souvent embedded qui permet d'enrober le contenu que vous avez sur le réseau, sur votre profil, dans d'autres supports. Ensuite, vous allez pouvoir accéder au profil des autres utilisateurs que vous allez pouvoir intégrer dans votre propre réseau, à l'exception des réseaux où c'est juste des relations de co-auteurs. Et vous allez pouvoir progressivement constituer un réseau que vous pourrez mobiliser pour poser des questions, diffuser de l'information. Donc souvent, c'est vrai qu'il peut y avoir aussi possibilité de présenter ses propres publications, mais aussi des publications thématiques, par exemple des listes de lecture au sein d'un groupe. Et donc, voilà, on a quand même une dissociation entre j'affiche au niveau public peut-être mon CV, donc avec mes publications. Par contre, je travaille au niveau plutôt restreint avec des utilisateurs, je partage au niveau d'un groupe peut-être plus privé certaines publications qui sont indispensables pour mes travaux de recherche ou notre projet de recherche. Donc possibilité aussi autour de ce réseau d'initier des discussions.
autour de questions thématiques, ça peut être, voilà, donc on verra des topics ou des groupes, et partager des documents au sein de groupes. Donc on a des réseaux sociaux scientifiques qui vous permettent vraiment de créer des projets ou des groupes, et au sein desquels vous allez avoir plus de possibilités de partager peut-être des PDF pour lesquels vous n'avez pas l'autorisation forcément de les mettre en public. Et ces réseaux sociaux vont, ben voilà, en fonction des richesses des informations que les utilisateurs vont vouloir partager publiquement, vous allez vraiment constituer vous allez pouvoir accéder à des sources d'informations très intéressantes à ne plus négliger quand on présente des sources d'informations pour la recherche documentaire, par exemple. Ces réseaux sociaux sont tout à fait intéressants. Et des services, alors plutôt dans le cas de deux dont je vais vous parler, c'est vraiment l'intégration de cet identifiant dans des bases de données bibliographiques qui permettent de lever ces problèmes d'homonymie entre chercheurs. Donc c'est le cas dans la base Scopus et Web of Science. Et puis possibilité de produire aux chercheurs des indicateurs bibliométriques traditionnels ou alternatifs. Donc le premier réseau dont je vais vous parler, c'est un réseau un peu particulier, hein, c'est Researcher ID, qui a été créé en 2008 par Thomson Reuters. Donc vous pouvez accéder à ce réseau à partir du même identifiant que vous êtes créé probablement dans le Web of Science, Web of Knowledge ou EndNoteWeb. Donc, une fois que vous êtes authentifié dans Researcher ID, on vous donne un identifiant unique qui va être repris ensuite dans la base Web of Science. Donc, ça permet de lever les problèmes d'homonymie et c'est très important quand on doit, quand on doit faire de l'évaluation. Il faut vraiment qu'on ait les publications des chercheurs et ces vraies publications. Donc c'est vraiment la validation de la liste des publications de chercheurs se fait dans le Web of Science à partir de Researcher ID. Donc j'ai quelques informations, donc il y a à peu près près de 7000 profils français et quelques chiffres sur l'INRA. Donc il y a 300 utilisateurs qui ont créé un profil Researcher ID sur l'INRA, 80 pour le CIRAD et puis voilà, vous irez voir également. Donc les données sont mises à jour à partir du Web of Science ou à partir d'EndNoteWeb. Donc c'est assez facile, notamment dans le Web of Science. Depuis la mise à jour, la dernière mise à jour, vous avez un gros bouton qui vous dit « J'ai écrit ces publications ». Donc vous avez juste à cliquer et vos données vont se retrouver dans Researcher ID. Donc un profil un peu classique, hein, vous apparaissez avec votre nom, vos mots-clés, votre institution et la possibilité d'avoir des informations sur des indicateurs bibliométriques. Alors ce profil, vous allez pouvoir générer un petit badge que vous allez pouvoir intégrer dans vos mails ou dans votre page personnelle par exemple. C'est un profil qui va vous permettre de produire des indicateurs bibliométriques relatifs aux citations et c'est un indicateur qui est vraiment mis à jour en temps réel avec le Web of Science et vous allez avoir des informations sur les collaborations. Alors ces données-là sont accessibles à l'utilisateur pour son profil, mais l'utilisateur peut choisir de les rendre publics aux utilisateurs de Researcher ID. Donc voilà, donc vous allez pouvoir consulter vous les réseaux de collaboration, par exemple avec les principaux auteurs, les principales thématiques de cette personne, à la fois les réseaux de collaboration, mais aussi les réseaux de citation. Pour accéder au profil, on a une recherche classique, vous savez qui vous cherchez, ou vous avez la possibilité de chercher par mots-clés. Les principaux, par exemple, actuellement, dans Researcher ID, les principaux profils concernent la bioinformatique. Et puis, vous avez une carte interactive. Vous pouvez faire un zoom et arriver sur les profils des différents pays. Donc, des relations uniquement entre co-auteurs ou des relations entre citations hein, via le processus de publication en comité de lecture. Ce qui est intéressant de signaler, c'est que l'inscription à Researcher ID vous donne un accès gratuit à EndNoteWeb. Donc ça peut être intéressant si vous ne faites pas partie d'une institution qui est abonnée au Web of Science. Et vous avez également, si vous n'êtes pas abonné au Web of Science, la possibilité sur cette plateforme Researcher ID d'accéder au profil des chercheurs et aux publications signalées dans leur profil. Voilà, donc ici vous avez EndNoteWeb provided by Research ID. Et non, voilà. Donc
Un autre réseau un peu particulier, mais comme j'étais sur la bibliométrie, je me suis intéressée à Google Scholar Citation. Donc, c'est un service qui est proposé depuis fin 2011, donc des informations assez floues sur Google Scholar concernant le nombre de profils d'utilisateurs. Donc, en cherchant INRA, j'ai trouvé 187 profils INRA, 44 CIRAD. Voilà, donc c'est vraiment assez simple de se créer un profil avec possibilité de sélectionner vos publications à partir d'une liste générée à partir de votre nom dans Google Scholar, et vous pouvez vraiment affiner, et vous avez une page donc accessible sur le web avec les citations, et vous pouvez cliquer vos publications par un nombre de citations par publication. Donc vous apparaissez comme ça sur le web. Donc possibilité, donc Google Scholar se rappelle à vous pour mettre à jour votre profil. Vous pouvez avoir, à partir de ces profils, avoir des données bibliométriques relatives au facteur H en vous référant aux données de Google Scholar. Donc j'en profite quand même pour vous dire qu'il y a absence de contrôle dans la prise en compte des citations, et il y a deux exemples, dont un très récent sur justement l'apparition des personnes qui ont testé des faux auteurs et des faux articles et ont fait apparaître des citations incontrôlables, tout ça par des... Voilà, donc attention quand même à cet outil de citation sur Google Scholar, mais dans certains cas ça peut tout à fait très bien marcher. Voilà, donc c'est possible de... Alors par contre, quand vous trouvez un profil qui vous intéresse ou des utilisateurs qui partagent les mêmes thématiques, vous n'avez pas la possibilité de les intégrer dans votre réseau, mais par contre, vous avez la possibilité de vous abonner pour recevoir par mail, c'est étrange, mais c'est des alertes par mail, pour savoir quels sont les nouveaux articles ou quelles sont les citations, être averti dès que des nouveaux papiers sur Google Scholar cite les papiers qui vous intéressent. Voilà, donc là je reviens sur des outils que je connais un peu mieux. Le réseau social de Mendeley. Donc Mendeley, créé en 2009 par une société, Mendeley, à laquelle participent quand même beaucoup d'universitaires et d'universités anglaises et américaines. Il y a actuellement plus de 2 millions d'utilisateurs. Et il y a actuellement 75 millions de papiers différents. Donc le 323 millions de papiers, c'est le cumul de toutes les références qui sont dans les bibliographies de tous les utilisateurs de Mendeley. Mais au total, il y a une estimation de 75 millions de papiers différents. Donc c'est plutôt la thématique de ce réseau social, c'est plutôt des utilisateurs en biologie, sciences et médecine, et 16% de sciences physiques. Donc un profil Mendeley, à quoi ça ressemble? Donc vous avez possibilité de présenter vos centres d'intérêt et votre institution actuelle. Donc ça c'est important de vous indiquer que si vous ne cochez pas que l'INRA par exemple est votre institution actuelle, elle n'apparaîtra pas dans votre profil et elle ne sera pas recherchable. Voilà. Donc vous avez vos contacts, les groupes auxquels vous appartenez. Votre CV avec possibilité d'indiquer ce qui est important, et la mise à jour de vos listes de publications se fait en local à partir de votre logiciel Mendeley Desktop. Alors c'est intéressant, alors il y a 2 millions d'utilisateurs, sachant que vous êtes obligé de vous créer un profil si vous voulez utiliser le logiciel Mendeley pour gérer vos références bibliographiques. Alors, comme tout réseau social, vous avez évidemment des actualités concernant les interactions des autres membres de votre réseau, mais vous avez un service qui est intéressant, c'est de valoriser votre profil en l'intégrant par exemple à votre signature mail. Vous avez un petit badge comme ça, et en survolant, vous cliquez, vous avez votre lien, et la possibilité d'avoir une petite carte de visite que vous allez pouvoir, vous voyez, enrober et l'intégrer dans un site web par exemple. Sachant que vous aurez évidemment qu'une mise à jour à faire en local sur votre profil, et ça sera pris en compte sur les différents supports à partir de ce réseau. Et vous allez avoir des statistiques qui sont produites, notamment le nombre d'utilisateurs de Mendeley
qui ont votre publication, par exemple, dans leur base de données. Et donc ça fait partie des indicateurs de notoriété apportés par ce réseau et qui peut être particulièrement intéressant. Et c'est des statistiques dont je vous parlerai qui sont repris, par exemple, dans Altmetric, par exemple, dont on parlera en conclusion. Donc, Zotero, je serai plus rapide, hein, c'est exactement la même chose. Je voulais dire, bon, c'est un outil plus ancien, il y a moins d'utilisateurs, vous voyez, il y a 34 profils INRA, mais parce qu'on n'est pas obligé de se créer un compte pour utiliser ce logiciel. Et dans le CV, et vous allez pouvoir, dans le CV dans lequel vous allez pouvoir mettre vos publications, c'est assez déroutant parce que c'est vraiment une liste, mais c'est pas cliquable, vous n'allez pas pouvoir remonter sur vos références comme ça a été, c'est le cas pour Mendeley, où vous allez pouvoir rebondir sur la page de votre référence bibliographique au sein du réseau, voir combien il y a de personnes qui vous lisent, quelles sont les références qui sont à peu près sur les mêmes thématiques. Voilà. Donc la mise à jour du profil de la liste de publications dans votre CV se fait à partir d'une collection de Zotero que vous allez désigner, par exemple. Voilà. Possibilité de vous faire inviter dans un groupe. Alors, ResearchGate, on en a beaucoup parlé ce matin. Donc, c'est un réseau qui est social, qui a été créé en 2008. Il comprend 2,3 millions d'utilisateurs, dont 906 à l'INRA. Donc, dans le profil, vous avez vous pouvez signaler 3 types de publications, des publications comité de lecture, à non comité de lecture et des données supplémentaires. Donc, pour mettre à jour vos publications, vous faites un import de fichiers en format RIS, par exemple, ou ResearchGate a un algorithme qui permet de matcher votre nom d'auteur et vous n'avez plus qu'à choisir la sélection des articles vous concernant. Il vous propose régulièrement de mettre à jour vos publications. Nous avons trouvé un match et puis vous pouvez voir apparaître les nouveaux et puis vous vous dites c'est moi, c'est pas moi, voilà. Donc un des services qui peut intéresser certains, c'est que dans votre liste de publications, maintenant quand vous mettez vos publications, vous avez l'impact factor de la revue qui est proposé en même temps que votre liste de publications. Donc, vous avez des informations, donc mes publications avec le facteur d'impact, ça ne se faisait pas avant, donc voilà, c'est un nouveau service. Vous avez des informations sur votre réseau, des informations dans Info sur vos disciplines et vos compétences, sachant que les disciplines, vous allez pouvoir vous abonner, suivre des disciplines et recevoir des informations ou des questions ou des discussions sur vos thématiques. Et puis, ResearchGate vous calcule un indicateur de score dont je vais vous parler, c'est l'indicateur de réputation scientifique calculé à partir des interactions avec la façon dont les autres utilisateurs du réseau perçoivent le contenu de votre profil. Voilà, donc les centres d'intérêt, alors non, je vais continuer sur le score, le RG score, vous avez par exemple en fonction de l'utilisation, alors j'ai pas mis mon profil parce qu'il est trop faible, voilà, à partir des RG scores importants, par exemple ce chercheur, vous avez la possibilité, combien de fois, voilà, vous avez un dashboard pour savoir combien de fois il y a de personnes qui ont vu son profil, combien de fois il y a des documents qui ont été téléchargés, donc vous avez vraiment des informations, un tableau de bord sur votre réputation scientifique. Vous avez, sur les sujets, vous avez la possibilité de recevoir, vous voyez, chaque sujet vous donne des informations. Actuellement, il y a 12 questions, mais il y a 17 000 personnes qui suivent des informations de sciences environnementales. Donc, ces données, sciences de l'environnement, par exemple, voilà, il y a 17 000 personnes qui reçoivent les mêmes questions. Donc, souvent, c'est des choses qui peuvent vous intéresser ou pas. Moi, j'ai regardé dans les questions-réponses et je trouve que les questions moi m'intéresser et les réponses sont vraiment de qualité. Voilà, notamment il y avait une question, quelles sont vos impressions sur ResearchGate comparé avec Academia et Mendeley? Donc ça, j'ai regardé vraiment avec précision les réponses. Voilà, ResearchGate aussi vous offre la possibilité d'afficher votre profil sur d'autres supports. Donc vous avez ce petit badge. Suivez-moi sur ResearchGate, donc vraiment faire de la pub sur le réseau. Des informations complémentaires
Et je pense que dans ceux que j'ai regardés, c'est vraiment le seul outil qui permet aussi, la plateforme qui permet aussi de proposer un partage au sein de groupes sur, par exemple, vous avez un profil et vous pouvez mettre en commun auprès de certains membres des cahiers, par exemple, des documents sur lesquels vous pouvez interagir à plusieurs. Donc, comme c'est fini, je passe, pour finir quand même, sur le dernier réseau social qui date d'un mois et demi. Donc, depuis le 16 octobre a été lancé Orchid. Donc, Orchid, c'est un consortium qui réunit plus de 140 partenaires publics et privés. L'objectif de ce consortium, c'est de donner un identifiant alphanumérique unique à chaque auteur, après que l'auteur se soit enregistré auprès de Orchid. Donc en fait, ça reprend la démarche initiée par Thomson Reuters sur Researcher ID, dont je vous ai parlé. L'objectif, c'est de gérer les homonymies, de gérer le changement de nom éventuel d'un auteur dans le temps, et de pouvoir attribuer correctement les contributions, autres que les articles, par exemple. Et c'est un identifiant qui va être nécessaire et indispensable pour couvrir les différentes étapes de la publication. Pour l'instant, c'est un identifiant qui est repris dans Scopus, qui va être en 2013 intégré dans Web of Science, et ça sera un identifiant qui sera demandé aux chercheurs lors de la soumission d'articles dans les revues. Donc pour l'instant, voilà, depuis le lancement le 16 octobre, il y a déjà 30 000 utilisateurs qui sont venus sur Orchid, qui ont signalé, qui ont indiqué de quel pays ils étaient, quels étaient les principaux mots-clés, et quelles étaient les publications ou les différents travaux sur lesquels ils travaillent. Donc pour l'instant, c'est des profils qui ne sont pas, voilà, pour lesquels il n'y a pas encore de lien entre profils, mais c'est vraiment un outil indispensable pour justement créer des liens après entre l'auteur et son identifiant numérique. Voilà, ces outils commencent à être pris en compte dans la production d'indicateurs alternatifs à la fameuse citation, on va dire. Il y a un manifeste autour d'Altmetrix qui dit qu'il y a quand même autre chose que la citation pour suivre la notoriété ou l'impact d'une publication scientifique. Donc il y a des outils tels que alors les différents réseaux produisent des indicateurs dont je vous ai parlé. Par exemple, Mendeley produit le nombre de personnes qui utilisent dans leur bibliographie personnelle votre article. Donc on a par exemple Impact Story qui est un agrégateur d'impact et qui recense l'utilisation de votre outil, de vos papiers dans ces différents outils. Voilà, donc vous avez un impact. Alors bon, j'ai testé par exemple un article très important me concernant, voilà, il a été utilisé par plusieurs personnes dans Mendeley et dans Google Scholar par exemple, mais c'est vraiment à suivre ces nouveaux indicateurs bibliométriques. Donc pour conclure, mon tour d'horizon, vraiment, ça m'a convaincu de l'intérêt des réseaux sociaux, mais pour justement se mettre en avant dans la communauté scientifique, se positionner et positionner ses travaux par rapport à l'impact et leur utilisation par les autres chercheurs. Par contre, j'en ai testé plusieurs, c'est vrai qu'on ne sait pas trop dans quelques années quel est l'outil qui va rester et se pérenniser. Donc on n'aura pas de réponse sur lequel choisir. Enfin moi personnellement, je n'aurai pas de réponse sur lequel choisir et dans quel réseau il faut apparaître. Donc en fonction de la richesse des informations affichées dans les profils, vraiment ces réseaux constituent des sources d'informations importantes. Et en tant que chercheur, il ne faut surtout pas négliger les outils qui sont mis en place par sa propre institution pour le signalement des publications en relation avec les systèmes d'information. Et évidemment, les institutions doivent vraiment ne pas rester insensibles et indifférentes à ces réseaux, et vraiment,
il va dans leur intérêt de prendre en compte ces interactions pour justement, et notamment l'utilisation d'ORCID dans les bases et les systèmes d'information des différentes institutions. Voilà.